retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h15. On va se focaliser sur les devises et quelques informations marquantes les concernant. Pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est présent. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à savoir prioritairement les États-Unis qui vont passer à l'heure d'été. Oui, et nous, on reste à l'heure d'hiver jusqu'au 26 mars. Donc concrètement, pour nous traders, cela veut dire que le décalage horaire n'est plus que de 5 heures avec Wall Street et 6 heures avec Chicago. Donc les chiffres américains qui sortent habituellement à 14h30 seront publiés à 13h30 et Wall Street va ouvrir à 14h30 et clôturer à 21h. Effectivement, il y aura des incidences sur les marchés. On va enchaîner avec l'inflation aux États-Unis et la hausse des prix qui devrait ralentir selon certains économistes. Mais la crainte de voir à nouveau un chiffre très fort n'est pas exclue. Oui, alors sur une base mensuelle, la progression de l'inflation le mois dernier, elle s'est retrouvée à un plus haut de 4 mois. Le marché se pose la question de savoir donc si cette remontée était une anomalie ou au contraire une tendance qui recommence. Alors on voit les prix des loyers qui augmentent, mais paradoxalement, en fait, ils jouent comme un frein à la consommation dans les autres secteurs qui restent, consommation qui reste forte. Alors la préoccupation de la Fed, c'est surtout les prix des services hors alimentation et énergie, et comme je vous le disais, ils restent très orientés à la hausse. Alors il pourrait y avoir les prix des voitures d'occasion qui remontent surtout, parce que la driving season approche, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, c'est ce que nous indique l'indice de Minam sur les voitures d'occasion qui est très suivi par les professionnels. On a aussi la demande de voyage qui reste forte. Donc comme d'habitude, ce chiffre sera très important pour les traders et c'est probablement lui qui dictera l'évolution des marchés pour la fin de la semaine. On va enchaîner avec les ventes de détail aux États-Unis. Et après la forte hausse du mois dernier, les économistes penchent pour un fléchissement des ventes au détail. Et ce chiffre est sorti en hausse, forte hausse même le mois dernier, c'était la plus forte depuis un an. D'après les big data de Bank of America, les données agrégées donc des cartes de crédit de leurs clients, les ventes au détail devraient ressortir en baisse de moins 0,4% sur le mois. La plus grosse part de cette baisse viendrait des ventes de voitures neuves, mais il y a aussi des dépenses dans l'habillement, l'ameublement qui devrait fléchir. Donc on verra si la baisse surprise du dernier sondage sur l'attente des consommateurs américains se retranscrira dans ce chiffre de vente au détail. Autre tendance que montrent les big data de Bank of America, et que l'on devrait voir dans les chiffres, et je dirais aussi dans l'inflation d'ailleurs, c'est la dépense des consommateurs qui continue d'aller vers les services plutôt que vers les biens. Alors ce chiffre évidemment il sera surveillé. Je vous rappelle que la consommation des ménages américains représente plus des 2/3 du PIB et M. Powell nous a prévenu lors de son audition au Congrès, à savoir, je cite, « Il y a encore des chiffres significatifs avant la prochaine réunion de politique monétaire ». Alors justement, autre réunion de politique monétaire, celle de la BCE. La Banque Centrale Européenne va monter son taux directeur de 50 points de base, sans surprise, mais le diable sera bien dans les détails. Comme d'habitude d'ailleurs. Donc étant donné que Madame Lagarde a préannoncé cette hausse lors de la réunion de février, on va l'obtenir. Alors afin d'éviter de rentrer dans un cercle infernal, à savoir préannoncer à chaque fois une hausse pour la réunion d'après, eh bien, si Madame Lagarde veut abandonner cette mini forward guidance, elle va être obligée d'insister encore plus sur l'argumentaire comme quoi la politique monétaire est, comme elle dit, data dependent, dépendante des chiffres économiques. Alors on a l'inflation qui a surpris en zone euro, et comme vous le voyez sur le graphe, c'est même le plus haut niveau hors alimentation énergie pour un mois de février depuis 1997. C'est surtout le secteur des services qui repart, car le secteur industriel et la croissance du crédit continuent de stagner. Alors est-ce pour autant que la BCE va monter ses taux directeurs à un rythme de 50 BP, continuer de monter, je dirais peut-être pas, car je vous rappelle que son quantitative tightening vient de démarrer et la BCE pourrait vouloir attendre de voir son effet sur les marchés qui se cumulent à la hausse des taux directeurs. Par contre,
il apparaît, je dirais, plus que probable qu'elle continue au moins avec des marges de 25 points de base, ce qui jouerait en défaveur de l'euro si c'était le cas, parce que si de l'autre côté, la Fed continue avec des marges de 50 points de base, voilà, il y a un différentiel qui va en faveur du dollar. Hein. À l'inverse, toute suggestion sur la continuation de hausse de 50 points de base par la BCE continuera la dynamique haussière de l'euro-dollar. On poursuit avec la présentation du budget au Royaume-Uni et les traders qui n'attendent pas de mouvement significatif de la livre sterling lors de cette présentation du budget. Oui, alors les événements politiques et géopolitiques, hein, c'est le genre de sujet que les traders débutants ignorent dans leur trading, mais c'est important. Hein. Je vous rappelle que le lundi 26 septembre 2022, la livre sterling avait chuté de 424 pips en pleine nuit après l'annonce du mini-budget justement du gouvernement de Liz Truss. Hein. Et d'ailleurs, ce budget irréaliste lui a valu, je vous rappelle, le record du Premier ministre qui est resté le moins longtemps à Downing Street. Hein. Alors évidemment, c'est important uniquement pour ceux qui tradent la livre sterling, les gilts et le FTSE. Hein. Alors, on devrait avoir le chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, qui devrait présenter un budget avec un mixte entre austérité et relance modeste de la croissance, avec notamment diminution des dépenses publiques. Dans ce qui est prévu, c'est de 177 à 140 milliards de livres sterling, une annulation de la hausse de l'aide aux ménages sur la facture d'énergie, hein, qui devait passer, je vous rappelle, de 2500 à 3000 sterling. Des baisses de taxes additionnelles pour les dépenses d'investissement des entreprises, hein, et des hausses de salaire dans certains secteurs publics, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des nombreuses manifestations depuis janvier au Royaume-Uni. Hein. Alors ce budget, il devrait quand même être bien perçu par les marchés, mais je pense qu'il ne devrait pas pour autant soutenir la livre sterling. Hein. Au minimum, on attend une récession technique au Royaume-Uni. Alors si on regarde l'évolution du câble depuis la nomination de Liz Truss et sa chute, je dirais, la livre sterling qui est en violet sur le graphe s'en sort pas si mal. Hein. Elle est en hausse de 4,44%. Elle est devant le dollar australien qui est en bleu et devant le dollar canadien en jaune. Et on voit que c'est l'eurodoll en orange qui caracole en tête. Hein. En tout cas, les traders ne devraient pas s'attendre à un mouvement significatif sur le sterling lors de la publication de ce budget, car le gouvernement a déjà annoncé beaucoup de mesures dans la presse. Hein. Finalement, c'est plutôt le Windsor Framework hein, qui est concernant l'Irlande du Nord, qui a été voté entre Rishi Sunak et Madame van der Leyen, hein, qui devrait aider la livre sterling. Alors, on va poursuivre avec évidemment ce qui a animé les marchés la semaine écoulée et ce qui continue évidemment de les animer, c'est la faillite de la banque californienne SVB. Et une question, va-t-on revivre la crise financière de 2008 ? Oui, alors ça fait peur hein, parce que tous les journaux titrent la plus grosse faillite bancaire depuis la chute de Lehman Brothers en 2008. Hein. La fermeture de la Silicon Valley Bank hein, par le FDIC fait suite donc à la faillite de la banque Silvergate Capital hein, qui était spécialisée dans le financement de projets crypto. La FDIC hein, qui a ordonné la fermeture, c'est l'équivalent de notre FGDR, le fonds de garantie des dépôts et de résolution qui vous rembourse, vous savez, jusqu'à 100 000 euros sous 7 jours en cas de faillite de votre banque. Hein. Alors, il faut savoir que la majorité des clients de la SVB, c'est 2500 entreprises de capital risque de la Silicon Valley et qui ne seront donc remboursées qu'à hauteur de 250 000 $ par le FDIC. Hein. Or, le problème, c'est que la majorité des comptes de ces entreprises sont beaucoup plus capitalisés et environ 89% des montants des dépôts donc ne seraient pas assurés. Alors, que s'est-il passé ? La faillite de la banque Silvergate a entraîné des retraits de dépôts massifs par les clients de la SVB par crainte qu'il arrive le même sort, je dirais, à cette dernière. Alors, juste avant donc, cette fermeture, la banque SVB elle possédait 209 milliards de dollars d'actifs et 175 milliards de dollars de dépôts de ses clients qu'elle avait placé en obligations pour obtenir un rendement. La banque SVB elle a donc dû vendre des obligations pour faire face à des retraits massifs d'argent. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis l'achat de ces obligations, la Fed a augmenté ses taux directeurs et donc la banque, ça a généré donc des moins-values latentes à l'actif de toutes les banques qui possèdent des obligations. Donc SVB a dû concrétiser 1,8 milliard de moins-value latente, donc en vendant ses obligations en perte. Alors,
Alors, je vous rappelle, je l'ai souvent entendu, l'adage boursier, pas vendu, pas perdu dans la bouche des traders débutants et des crypto-fans. Et à nouveau, aujourd'hui, on a la preuve que cet adage est faux, car lorsque l'on concrétise la vente, c'est pas forcément au meilleur moment, et c'est même souvent quand on est forcé. Donc se dire pas vendu, pas perdu, ça revient à faire l'autruche, à mettre un cadavre dans le placard, cadavre qui va ressurgir tôt ou tard et au pire moment. En attendant, c'est aussi rester affecté, je dirais, émotionnellement, c'est ne pas faire le deuil et perdre des opportunités de trade. Alors, pour revenir sur ce qui se passe avec SVB, il ne faut pas se tromper. L'origine de cette faillite, ce n'est pas la hausse des taux de la Fed, c'est bien dû au retrait des clients, au fait qu'il y a des fintechs et notamment des plateformes de crypto qui sont en perte, qui ont été forcées de faire elles aussi des retraits pour payer les salaires et autres charges. Donc, comme vous l'avez dit, la grande question, c'est va-t-on revivre la crise financière de 2008 ? Alors, SVB, c'est la plus grosse faillite depuis Washington Mutual en 2008, mais SVB n'est pas une grande banque grand public, et les grandes banques américaines comme JP Morgan, Bank of America, Citigroup sont beaucoup plus capitalisées. Comme vous le voyez sur le graphe, JP Morgan, qui est la première, par exemple, détient 3200 milliards de dollars, c'est à comparer avec les 209 milliards pour SVB. De plus, le business model et la clientèle des grandes banques sont beaucoup plus diversifiés. Alors, en fait, il y a l'assouplissement de la loi Dodd-Frank pour les banques régionales qui a été actée par Donald Trump en 2018. Il y est pour beaucoup, parce que si ça n'avait pas été le cas, SVB aurait été forcé de couvrir progressivement son risque de hausse des taux des obligations. Donc cet assouplissement, par contre, les grandes banques n'en bénéficient pas. Donc elles n'ont pas du coup ce risque. Enfin, bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a eu les réallocations des ventes d'actions de fintech vers des achats de valeurs refuges comme les obligations du Trésor américain. Ça fait mécaniquement, je veux dire, diminuer les moins-values latentes de tous les autres établissements bancaires qui sont aussi investis dans ces titres. Du coup, on le voit, ce qui s'est passé vendredi, les investisseurs se sont ravisés, le cours de JP Morgan est remonté de plus de 2,54% après une baisse de 95% la veille. Donc, on a vu aussi vendredi que le Nasdaq, finalement, sur 2 jours, il avait perdu que 3,33%, ce qui en soi n'est pas dramatique. Alors, le problème, c'est, je dirais, les effets, les ramifications, parce qu'on ne connaît pas tous les clients de la banque SVB. Et s'il y a beaucoup de clients de SVB qui font partie du Nasdaq, ça va peser sur l'indice. Mais bon, moi, ce que je pensais, c'est que le risque systématique ne sont pas d'actualité pour l'instant. Alors, au passage, on a vu des vautours arriver. Il y a eu samedi, dimanche, tout le week-end, des hedge funds et la banque Jefferies qui ont proposé à tous les déposants de SVB de racheter leurs dollars non assurés entre 60 et 80 cents. Et puis, il y a eu, donc vous l'avez dû l'entendre, ça a commencé hier soir, donc il y a eu la Fed, le Trésor américain, le FDIC qui se sont réunis, ils ont décidé de protéger l'intégralité des dépôts des clients, le temps de trouver un racheteur pour la banque SVB. La Fed a aussi créé une facilité de prêt d'urgence pour les banques qui s'appelle BTFP, Bank Term Funding Program. Donc voilà, je veux dire, le marché devrait être rassuré. Alors on voit qu'il y a des ramifications un peu partout, quand même en Angleterre, en Chine, en Allemagne, il y a des clients un peu dans le monde entier. Pour nous, traders Forex, ce risque a donc fait baisser le dollar dans un premier temps vendredi et ça a continué cette nuit donc avec ces annonces.